Êtes-vous témoin direct Oui. de la sélection à l'arrivée des convois? Oui, nous voyions donc les soldats sortir, les hommes, les femmes et les enfants des wagons, et on assistait aux scènes déchirantes, des vieux couples se séparant, des mères étant obligées d'abandonner leurs jeunes filles, puisqu'elles entraient dans le camp, tandis que les mères et les enfants étaient dirigés vers la chambre à gaz. De 1941 à 1945, l'Allemagne nazie tente d'exterminer les Juifs d'Europe. Entre 5 et 6 millions de personnes sont tuées. Après-guerre, un silence gêné entoure cette question. Certains vont profiter de ce non-dit pour tenter de faire de la Shoah un non-événement. Ils répandent l'idée que le génocide des Juifs n'aurait jamais eu lieu. Les Juifs ont tout inventé pour justifier la création d'Israël. En compagnie de Valérie Gounet, historienne et directrice adjointe de l'Observatoire du conspirationnisme, nous remontons aux origines de cette théorie complotiste. Une histoire où se croise le beau-frère d'un célèbre écrivain fusillé pour collaboration, un ancien déporté passé de la gauche pacifiste à l'extrême droite négationniste, et le plus proche conseiller de Jean-Marie Le Pen. Les mécaniques du complotisme, le négationnisme. Chapitre 1, la rumeur concentrationnaire. Il y a le premier idéologue qui est français, qui se nomme Maurice Bardèche, et on va dire que c'est le théoricien du négationnisme en France, à l'international. Alors Maurice Bardèche est avant tout un écrivain et qui s'engage dans la voie de la négation de l'histoire par l'intermédiaire d'un homme qui est son beau-frère, qui est Robert Brasillac. À l'occasion de la semaine du livre allemand, de nombreux poètes et écrivains représentant 14 nations se sont réunis à Weimar. À la tête de la délégation française, citons messieurs Abel Bonnard, Robert Brasillac, Ramon Fernandez, Jacques Chardonne et Drieux-La Rochelle. Robert Brasillac est un intellectuel français qui a été le rédacteur en chef de Je suis partout, un organe collaborationniste. Et par ses écrits, s'est exposé par son antisémitisme viscéral. Le docteur Goebbels, ministre de la propagande du Reich, vient inaugurer l'exposition annuelle du livre allemand. Je vais le citer peut-être une fois parce que c'est important de citer ces hommes. Robert Brasillac, c'est celui qui a écrit dans Je suis partout, donc quelques semaines après la rafle du Veldiv, il faut se séparer des Juifs en bloc et ne pas garder les petits, pour vous restituer un peu l'esprit de cet homme. Je devine les motifs pour lesquels le général de Gaulle a été impitoyable avec lui, alors qu'il a été pitoyable avec tant d'autres. À ses yeux, Brasillac n'avait pas seulement prostitué sa plume et puis sa conscience, mais les lettres françaises. Et c'est un homme qui sera fusillé en début 45 pour intelligence avec l'ennemi. Maurice Bardèche le formalise très très bien, c'est par réaction à l'exécution de ce bon frère qui se lance dans la voie du négationnisme historique, comme il l'appelle. En 1948, Maurice Bardèche est l'auteur d'un premier ouvrage négationniste qui se nomme Nuremberg ou la terre promise. 1948, c'est important et je vais revenir sur l'ouvrage après. Il faut bien voir que le négationnisme aussi, c'est un enchevêtrement de dates et il y a aussi une mise en parallèle d'un contexte historique national et international, c'est donc la création d'Israël. Il y aura toujours une réaction par rapport à ce qu'ils appellent un État sioniste et qui rentre justement en jeu dans la propagande négationniste. Et à partir de cet ouvrage, donc, qui donne l'acte naissance du négationnisme en France, Maurice Bardèche va poser, on va dire, les items de cette propagande antisémite. La première chose que dit Maurice Bardèche, c'est donc que le Troisième Reich n'a jamais eu la volonté d'exterminer les Juifs. Pendant toute la guerre, personne n'avait entendu parler de ce qui se passait dans les camps de concentration, que personne ne savait ce qu'on a appris plus tard, que Brasillac ne l'a jamais su parce qu'il est mort avant, et que, par conséquent, nous étions tous convaincus que les Juifs étaient transportés dans une espèce d'ère de peuplement juif en Ukraine. Non, ce que vous venez de dire est complètement faux. Moi, sous l'occupation, je m'en souviens très bien parce que je vivais dans un milieu juif. On savait très très bien qu'il fallait surtout pas être déporté en Allemagne et que ça voulait dire la mort.
Il va se servir aussi de quelques autres pseudo-arguments, à savoir que s'il y a quelques témoignages qui émergent à l'époque, ils ne sont pas fiables, ils viennent avant tout de menteurs professionnels, à savoir les juifs et les communistes. Pourquoi ont-ils inventé cette soi-disant extermination des juifs? En premier lieu pour créer un État, qui s'appelle donc Israël. Les propos de Bardèche font scandale. Il est condamné par la justice. Dans le petit milieu des anciens collaborateurs lettrés qui refusent d'admettre les crimes de leurs amis nazis, Maurice Bardèche et son livre deviennent des références. Maurice Bardèche va s'imposer comme un idéologue du négationnisme. Il va être aussi à la tête d'une revue qui s'appelle Défense de l'Occident et qui, à partir des années 50, va développer les thèmes négationnistes. Et donc, c'est un homme qui va écrire plusieurs autres ouvrages. Je pense, en l'occurrence, à un ouvrage qui date de 1961, dans lequel il va tout simplement se déclarer comme un écrivain fasciste. Ça n'a pas changé, vous savez, je suis stupidement entêté. Plus le temps s'éloigne, et par conséquent, plus la rectification historique se fait, plus je me dis que cette histoire n'est pas claire, et mieux je comprends les raisons qui ont poussé tant d'intellectuels à avoir de la sympathie pour des doctrines qu'on nous représente aujourd'hui comme monstrueuses. Maurice Bardèche ne renie rien de sa jeunesse fasciste, mais ses outrances limitent son audience. Pour élargir son public, le négationnisme a besoin d'un porte-parole moins sulfureux. Le second négationniste français, c'est Paul Racinier. Et cet homme va être, dans cette histoire du négationnisme, en quelque sorte providentiel par rapport à son itinéraire. Déjà parce que c'est un homme de gauche, ancien membre de la SFIO, mais surtout c'est un ancien déporté, dans 2 camps de concentration à Buchenwald et à Dora. Buchenwald, l'immense fosse commune, est devenue une grande bouche ouverte au milieu de l'Europe et qui crie un témoignage implacable. À la sortie des camps, Paul Racinier va avoir comme objectif de reprendre sa carrière politique et va se présenter à des élections intermédiaires et ne va pas être élu. Cette personne contre laquelle il perd les élections est un homme qui se déclare communiste et qui est juif. Cette alliance entre le communisme et le judaïsme va poursuivre Paul Racinier jusqu'à la fin de sa vie et ça va devenir vraiment un des ennemis à abattre, notamment évidemment par ses écrits et propos négationnistes. C'est-à-dire que cet homme écrit un ouvrage en 1950 qui s'appelle « Le mensonge d'Ulysse ». Et dans cet ouvrage, Paul Racinier exprime des doutes quant à l'utilisation des chambres à gaz. Dans le mensonge d'Ulysse, Paul Racinier ne nie pas totalement le génocide des Juifs. Il parle plus de rumeurs concentrationnaires. C'est quelque chose pour lui qu'il va falloir vérifier pour justement savoir où est la vérité. Paul Racinier, le véritable pro-Eichmann. L'existence de ces chambres ne peut être considérée comme indiscutablement établie, ni par les témoignages et les documents qui ont été produits aux différents procès de Nuremberg, ni par les récits abondamment répandus dans le public, des rescapés qui disent tous, à l'exception de 2, qu'ils n'ont rien vu mais qu'ils le tiennent de gens dignes de foi, qu'on n'a jamais retrouvés. Maurice Bardèche et Paul Racinier vont très très vite rentrer en relation et vont travailler main dans la main. Paul Racinier, ses doutes vont se transformer très vite en négation radicale de cette histoire du génocide des Juifs par l'intermédiaire justement de Maurice Bardèche qui voit bien que cet homme est une aubaine pour cette propagande antisémite. Donc très vite, Paul Racinier va être récupéré par l'extrême droite et très vite il va migrer vers le négationnisme. Il va devenir conférencier même professionnel, outre ses écrits, entre autres dans une revue d'extrême droite, dans un hebdomadaire qui s'appelle Rivarol, outre ses ouvrages qu'il va écrire ultérieurement, cet homme va s'imposer comme un négationniste professionnel. L'ancien résistant de gauche torturé par la Gestapo donne désormais des conférences pour des nazis autrichiens et allemands. Devant ses nouveaux amis, il accuse les Juifs d'être responsables du déclenchement de la guerre et d'avoir inventé leur génocide pour extorquer de l'argent aux Allemands. Lorsqu'il meurt en 1967, Paul Racinier est plongé dans la rédaction d'un livre sur l'histoire d'Israël. Celle-ci s'écrira sans lui, mais permettra de continuer à alimenter les fantasmes de ses héritiers négationnistes. La guerre a éclaté ce matin au Proche-Orient. Tout a commencé aux premières heures du jour entre Israël et la République arabe unie,
Mais à présent, tous les pays arabes soutiennent effectivement, militairement, les Égyptiens. En juin 67 éclate la guerre des 6 jours. Et c'était vraiment un tournant dans l'histoire de la propagande négationniste. Le discours négationniste va monter d'une strate par l'intermédiaire d'un autre homme. Il s'agit de François Duprat. C'est un homme qui va être une des figures de l'histoire du Front National de Jean-Marie Le Pen. Le meeting débutait par l'audition de Tannhäuser de Wagner et des poèmes de Brasillac, poète fusillé à la Libération pour collaboration avec les nazis. François Duprat, membre du bureau politique, a exposé à Henri Pajot l'objectif immédiat de cette formation. Qui participe à ce Front National? Eh bien, François Brignot, qui est rédacteur en chef des Minutes, Maurice Gaït, rédacteur en chef de Rivarol, et Maurice Bardèche, directeur de Défense de l'Occident, seront les membres du comité d'initiative pour le Front National. C'est un homme qui va être un des numéros 2 de Jean-Marie Le Pen et qui écrit dans divers organes de presse et notamment dans l'organe de presse de Maurice Bardèche, c'est-à-dire Défense de l'Occident, qui sort un numéro spécial justement suite à la guerre des 6 jours. François Duprat dit à ce moment-là que les principales victimes ne sont plus les Allemands, mais ce sont les Palestiniens. Pour François Duprat, la victoire israélienne pendant la guerre des 6 jours est une aubaine. Son argument est limpide. Après avoir inventé leur génocide pour créer leur État, les Juifs sont en train d'en perpétrer un contre les Palestiniens. À partir de 1967, François Duprat va s'appliquer à diffuser cette idée à toute l'extrême droite française. François Duprat a plusieurs revues dont il assure entre autres la direction et la publication. Je pense par exemple à la revue d'histoire du fascisme, à Année Zéro, à Cahiers européen qui s'alliera aussi avec Notre Hebdo. Alors cet outil éditorial va aussi servir, on va dire, d'outil de diffusion des différents ouvrages négationnistes, à commencer par ceux de Paul Racinier. Et François Duprat va aussi faire circuler des livres négationnistes qui viennent de l'étranger. Le mensonge d'Auschwitz, d'un ancien SS affecté au camp, Tis Christopherson, qui paraît en 73 et qui tente de montrer une vie quasi idyllique du camp. Par exemple, je le cite, le détachement de Birkenau était formé de gens gays. En travaillant, ils chantaient des chansons polonaises et les tziganes exécutaient leurs danses. Alors ça, c'est la première vision d'un ancien dignitaire. La seconde, c'est cette brochure « 6 millions de morts, le sont-ils réellement ?», qui a été traduite en France, qui va prendre une importance considérable dans l'histoire du négationnisme et qui cite, entre autres, Paul Racinier. Il faut savoir que cette brochure rouge va être diffusée au sein de partis d'extrême droite, mais dans la France entière, entre autres par l'entremise de François Duprat. Alors, le dernier ouvrage, on va dire, qui est fondamental, c'est Le mensonge du XXe siècle, et qui va plus s'appuyer sur l'aspect technique de la non-possibilité d'une extermination des Juifs. Ce sont des brochures qui sont avant tout envoyées. Certaines se vendent, mais elles sont avant tout envoyées. Le but, c'est une diffusion à une grande échelle. Certains ouvrages, comme cette revue Le mensonge d'Auschwitz, va être traduite à 1 million d'exemplaires en Allemagne. En parallèle de son travail de diffusion des écrits négationnistes de Bardèche et Racinier, François Duprat est numéro 2 du Front National. Une carrière politique se profile. Elle n'aura pas le temps de décoller. En 1978, une bombe explose sous sa voiture. Il est tué sur le coup. Duprat est mort. Racinier aussi. Bardèche est infréquentable. Le négationnisme français est amputé. Mais un homme ne va pas tarder à prendre la relève. En quelques années, il va remettre la France au cœur du mouvement négationniste mondial. Robert Faurisson. Les mécaniques du complotisme. Le négationnisme. Un podcast de Roman Bernstein et Guillaume Baldi.